Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 novembre 2025 et notre ami Craig Mokibert est avec nous. Bon retour parmi nous, Craig. Welcome back, Craig. Salut Nima, ravi d'être à nouveau avec toi. Please subscribe and hit like button. Help. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et Craig, commençons par ce qui s'est passé à l'ONU, la résolution proposée par les États-Unis. La Russie et la Chine ont décidé de ne pas y opposer leur veto. Quelle est ton opinion sur le comportement de la Chine et de la Russie? What's your take on the behavior of China and Russia? Eh bien, c'est extrêmement décevant, Nima. Cette résolution était en un mot une atrocité. Elle a été adoptée en violation du droit international. J'ai soutenu qu'elle était ultra-vire. En d'autres termes, comme elle n'était pas conforme aux exigences du droit international, le Conseil de sécurité n'avait pas le pouvoir d'adopter bon nombre de ces dispositions. C'était une proposition rédigée par Donald Trump et ses acolytes, présentée comme une résolution du Conseil de sécurité et effectivement adoptée dans son intégralité par les 15 membres du Conseil, dont 13 ont voté pour, et comme vous le dites, 2 membres permanents, dotés du droit de veto, ont refusé de l'exercer et se sont simplement abstenus. Et la Russie, comme la Chine, ont publié des déclarations remettant en cause le fond de la résolution. Toutes deux, je pense, ont clairement indiqué qu'elles n'avaient pas l'intention de coopérer avec ce que prévoit cette résolution. Mais malheureusement, ce qu'elles ont fait, c'est sacrifier les Palestiniens. Pourquoi? Je pense que cela relève de la spéculation. Cependant, ce que nous savons de ce processus, c'est que les États-Unis ont utilisé toutes les carottes et tous les bâtons, toutes les menaces et toutes les incitations possibles. Des diplomates m'ont dit qu'il s'agissait du cas le plus extrême de pression exercée par Washington sur des États membres pour les convaincre de soutenir cette résolution, ou du moins de ne pas la bloquer, qu'ils aient jamais vue. Et bien sûr, il y avait beaucoup en jeu, accords commerciaux et tarifs douaniers. À ce moment-là, la Russie était en pleine négociation très sensible avec l'administration Trump au sujet de l'Ukraine. Et nous voyons qu'immédiatement après qu'ils ont accepté de ne pas opposer leur veto, un plan a circulé dans lequel il semble que l'administration Trump ait accepté la position de la Russie concernant la conservation de territoires clés conquis pendant la guerre avec l'Ukraine. La Chine, de son côté, était engagée dans des négociations délicates sur le commerce, les tarifs douaniers et d'autres questions connexes. Et il est clair qu'il y avait là aussi des considérations transactionnelles. Mais d'autres facteurs entraient également en jeu. Ce que les Américains ont fait, en réalité, c'est menacer, comme je l'ai déjà dit, de déchaîner à nouveau complètement les chiens du génocide, en permettant à Israël, avec le plein soutien des États-Unis, de poursuivre son assaut contre le peuple palestinien. Évidemment, les Israéliens n'ont jamais cessé leur offensive depuis l'annonce de ce soi-disant cessez-le-feu négocié par les États-Unis, qui n'en est pas un du tout. Israël a violé ce cessez-le-feu littéralement chaque jour, tuant des centaines de Palestiniens, détruisant des centaines, désormais des milliers, de structures civiles palestiniennes et bloquant des milliers de camions transportant la nourriture et les médicaments indispensables au peuple palestinien. Et pourtant, le gouvernement américain, les politiciens occidentaux et les médias d'entreprises occidentaux entretiennent la fiction qu'un cessez-le-feu est en vigueur. Il n'y a pas de cessez-le-feu en vigueur. Il n'y a pas de processus de paix. Rien de tout cela ne se produit dans le but réel d'atteindre une quelconque paix. Et pourtant, la menace des États-Unis de déchaîner complètement la machine génocidaire sans retenue des Israéliens sur Gaza a été un autre facteur ayant convaincu certaines délégations de soutenir cette résolution atroce au Conseil de sécurité. 2 autres éléments doivent être mentionnés ici.
Les Palestiniens à l'ONU sont représentés par la mission permanente de la Palestine auprès de l'ONU. Cette mission est placée sous la direction de l'autorité palestinienne à Ramallah. Ce n'est pas censé être ainsi. C'est l'État de Palestine qui devrait être représenté aux Nations Unies. C'est l'OLP, responsable de la politique étrangère, qui devrait l'être. Et puis, vous savez, l'autorité palestinienne, quoi qu'on en pense, est cette administration locale à Gaza qui n'a aucune véritable légitimité. Elle bénéficie d'un taux d'approbation ou de soutien très très faible de la part du peuple palestinien. Sa position ne représente qu'une très petite minorité du public palestinien. Et pourtant, c'est la position à laquelle les États membres de l'ONU se réfèrent souvent. L'autorité palestinienne, à l'ONU, a exhorté les délégations à soutenir le plan et la résolution des États-Unis. Et donc, vous savez, cela n'exonère pas ces délégations de leurs responsabilités. Parce que l'autorité palestinienne, dont ils savent qu'elle n'a pas de légitimité à l'intérieur de la Palestine, les pressait de la soutenir. La société palestinienne faisait appel au monde pour la rejeter. La société civile palestinienne, les principales organisations de défense des droits humains, les mécanismes de coordination des ONG palestiniennes et toutes les factions politiques, à l'exception de celles contrôlées par Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que tous les groupes de résistance, l'avaient rejeté. Et pourtant, ces États se sont rangés à la position de l'autorité palestinienne à l'ONU. Enfin, et je pense que c'est aussi un facteur majeur, les pays arabes, dont beaucoup, sans surprise, sont depuis longtemps alignés sur les États-Unis et complices du régime israélien. Ils disaient également aux États qu'ils voulaient que cela soit soutenu. Ainsi, l'Égypte l'a soutenu. Lorsque des délégations sont allées les voir et ont demandé « Que devons-nous faire ?», l'Égypte les a exhortés à soutenir la résolution. Ensuite, il y avait les Saoudiens. Et souvenez-vous, l'Égypte est le deuxième plus grand bénéficiaire de l'aide étrangère américaine, après Israël. Et cette aide est entièrement conditionnée par le rôle de l'Égypte en tant que mécanisme de sécurité méridionale du régime israélien. Puis il y a l'Arabie saoudite, qui, comme on l'a vu juste après l'adoption de cette résolution, était en pleine discussion avec les États-Unis et Donald Trump pour obtenir des garanties de sécurité pour le régime saoudien. L'Arabie saoudite, juste après le vote, a été déclarée grand allié non membre de l'OTAN des États-Unis, ce qui signifie que les États-Unis garantiraient effectivement sa sécurité. Elle était également en pleine négociation avec Washington pour obtenir des avions de chasse américains de pointe pour le régime. Des discussions qui ont toutes progressé lorsque Mohammed Ben Salman est apparu à la Maison-Blanche 2 jours plus tard, aux côtés de Donald Trump, où il a été salué comme un grand dirigeant et a, en pratique, obtenu tout ce qu'il avait demandé. Il en a été de même pour le groupe arabe plus large, qui a tous abandonné le peuple palestinien, renoncé au droit international et s'est incliné devant l'Empire. Au grand désarroi, non seulement des Palestiniens soucieux de leurs droits, mais aussi de ceux qui respectent le droit international et le Conseil de sécurité, et qui considèrent cela comme un diktat mafieux, totalement incompatible avec les exigences du droit international et les pouvoirs du Conseil, mais qui est désormais une réalité. Ils ont créé un monstre de Frankenstein, et aucun des 15 membres du Conseil, ni les membres du P5, la Chine et la Russie, ni quiconque ne l'a arrêté. Et rappelons que 3 des membres du P5 sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les États-Unis, co-auteurs du génocide et en pratique le mandataire d'Israël au sein du Conseil de sécurité, et le Royaume-Uni et la France, tous deux entièrement complices du génocide, et avec enthousiasme. Il ne reste donc que la Chine et la Russie comme obstacles possibles à ce plan très néfaste. Et la Chine comme la Russie ont reculé, critiquant la résolution sans pour autant la bloquer.
And don't you think that in the eyes Et ne penses-tu pas que du point de vue des Russes et des Chinois, ils ont vraiment le sentiment que cette résolution va s'effondrer? C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de s'y opposer, parce qu'ils veulent montrer à quel point les États-Unis sont incapables de mettre en œuvre ou de produire quelque chose de concret. producing something practical? Oui, et je pense que c'est une évaluation correcte. Ce plan va s'effondrer. Il y a de nombreux moments clés où il est très probable qu'il se désagrège, à commencer par la tentative d'identifier des soldats qui voudront être associés au régime israélien et aux États-Unis dans l'attaque contre le peuple palestinien, en combattant leur résistance et en étant complices de ce qui constitue une continuation du génocide et de ce que la Cour internationale de justice a qualifié d'occupation illégale. Donc, je pense qu'ils auront du mal à trouver des soldats prêts à faire cela. Maintenant, ils combleront probablement le vide par d'autres moyens néfastes. Ils identifieront quelques soldats. Ils utiliseront leurs brutes de la CIA. Ils vont utiliser ces mercenaires, ces entrepreneurs militaires qu'ils ont essayé d'employer pour mettre en place cette fausse fondation humanitaire de Gaza afin de regrouper les Palestiniens. Ces mercenaires sont toujours dans la région, attendant leurs ordres et s'attendant pleinement à en faire partie. Mais ils vont avoir beaucoup de mal à la mettre en œuvre et à la maintenir. Et je pense à résister aux attaques qu'ils ont déjà commencé à subir contre cette résolution horrible venue du monde entier. Mais avant que tout ne se désagrège complètement, ils peuvent causer beaucoup de dégâts au peuple palestinien, aux habitants de Gaza, aux causes du droit international. Et ils peuvent, je pense, causer des dommages durables. Je pense qu'ils ont causé des dommages durables au Conseil de sécurité de l'ONU et à sa légitimité. Parce que tu sais, réfléchis-y, Nima. Le Conseil de sécurité, ce mécanisme mis en place par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, a conféré aux 5 d'entre eux un statut très particulier, leur donnant un droit de veto, ce qui signifie qu'ils bénéficient d'une impunité absolue. Le Conseil, qui est le seul mécanisme d'application dans le système international, dans le système onusien, est entièrement sous leur contrôle et ne peut donc jamais être utilisé contre eux ou leurs alliés. Deuxièmement, le Conseil détient à la fois des pouvoirs législatifs et exécutifs. Il peut déployer la force pour imposer sa volonté contre les souhaits d'une population autochtone. Et maintenant, nous avons un Conseil qui est devenu incontrôlable. Il agit en dehors des limites, des contraintes, du droit international. Les conséquences de cela pour la Palestine sont déjà visibles, mais les implications pour le reste du monde, et en réalité pour nous tous, à moins de vivre dans un pays disposant du droit de veto, devraient terrifier tout le monde. Ces dommages sont déjà en train d'être causés. C'est un précédent très dangereux qui pourrait se répéter encore et encore, au détriment des droits humains des populations du monde entier. Je pense aussi qu'une partie de ce que la Chine et la Russie ont fait est de nature transactionnelle, comme je l'ai décrit. Elles ont estimé que certaines de leurs préoccupations étaient plus importantes que la liberté, la libération et les droits humains du peuple palestinien. Toutes deux entretiennent des relations avec le régime israélien sur des questions de commerce, de technologie, de sécurité, et ainsi de suite, ce que je trouve assez scandaleux à ce stade. La Cour internationale de justice a déclaré que toutes ces relations devaient être rompues jusqu'à ce qu'Israël se conforme au droit international, qu'il viole actuellement. Mais il y a d'autres considérations géostratégiques, j'en suis certain, qui sont entrées en jeu, notamment celle de permettre aux États-Unis de continuer à dépenser leurs ressources dans ce gouffre sans fond qu'est la consommation sécuritaire israélienne, et de s'enfermer dans un nouvel échec, de détourner leurs capacités militaires et de renseignement, tout en sachant qu'au final, tout cela sera gaspillé, que ce sera en vain. Mais c'est un prix assez élevé à payer. Je pense, Nima, que de sacrifier les droits de ceux qui,
Qu'est-il advenu de la solidarité que nous avons vue dans les années 1960 et 1970, celle des peuples luttant pour leur libération? Qu'est-il advenu de la volonté de tenir tête au régime impérial des États-Unis? Et il se comporte pire qu'un empire. Il agit comme une mafia, en utilisant, je veux dire, non seulement en Asie occidentale, mais aussi dans les Caraïbes et au-delà. Et si les pays du monde ne s'unissent pas avec le pouvoir dont ils disposent, y compris leur pouvoir collectif, mais aussi celui d'autres grandes puissances comme la Russie et la Chine, pour résister, l'Empire ne fera que devenir de plus en plus fort. Et cela ne marquera pas la fin de son appétit insatiable et vorace de conquête à travers le monde. Craig, comment vois-tu la manière dont les BRICS, ou l'OCS, ou peut-être l'ONU, peuvent coopérer et s'entraider? Penses-tu qu'il y ait un quelconque espoir en ce sens? Parce qu'après tout, nous savons que le Sud global n'est pas satisfait du comportement des États-Unis. Tu as mentionné l'Amérique latine. Ici, en Amérique latine, tout le monde parle du cas du Venezuela. Les gens ne sont pas contents de ce qui se passe, car ils savent que si quelque chose arrivait au Venezuela, cela provoquerait un immense chaos en Amérique du Sud. Que s'est-il passé? C'est la même chose que nous avons vu avec la Libye, l'Irak et l'Afghanistan. Et quand allons-nous nous rassembler, toutes ces institutions réunies, pour parvenir à une forme de compréhension mutuelle afin d'aider la cause palestinienne? Parce qu'à mon avis, la tragédie, c'est que les gens, surtout dans la région, en Asie occidentale, ne considèrent pas la cause palestinienne comme leur priorité. Je parle des États arabes. C'est le grand problème auquel nous sommes confrontés. C'est pourquoi nous demandons de l'aide à la Chine, à la Russie, parce que nous n'en avons de la part des pays là-haut. Je pense que l'Empire américain et ses alliés occidentaux ont très bien joué leur jeu. Ils ont adopté une approche à long terme qui remonte à plusieurs décennies, où l'on peut voir comment, de manière systématique, ils ont soit pris le contrôle des gouvernements des pays d'Asie occidentale, soit, lorsqu'ils n'y parvenaient pas, les ont simplement détruits. En utilisant Israël comme la pointe de leur lance dans ces projets coloniaux et impériaux en Asie occidentale, ils contrôlent désormais essentiellement les pays du Golfe riches en pétrole. Les grandes nations qui auraient pu représenter un contrepoids, et qui, à un moment de l'histoire, l'ont fait, des pays forts comme l'Égypte, la Syrie et l'Irak, ont été l'un après l'autre, soit cooptés, soit détruits. La Libye en est un autre exemple. Ils ont maintenant ce champ parfait de gouvernement qui sont soit complètement brisés et devenus des États en faillite grâce aux attaques de l'OTAN, des États-Unis et d'autres, soit entièrement tenus en laisse par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Et vous savez, c'est ainsi qu'on pourrait décrire même la complicité de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne, comme je l'ai dit, n'a aucune légitimité aux yeux du peuple palestinien lui-même. Elle opère sous occupation, donc elle est presque littéralement sous la botte du régime israélien. Elle est très largement sous la coupe des Américains, qui la contrôlent et la dirigent à de nombreux niveaux. Il dépend de financements provenant de l'Europe et des monarchies du Golfe, toutes alignées sur les États-Unis et en fin de compte sur Israël dans ce projet. Alors, que peut-on attendre? Vous savez, si le monde s'en remet à la direction de l'autorité palestinienne et aux pays de la région, ce qu'ils obtiendront ne sera qu'un écho de ce que veulent les États-Unis. Et je pense que, vous savez, on pourrait croire que la Russie, après avoir tant perdu lors de la prise de contrôle de la Syrie, aurait tiré quelques leçons sur l'importance, au moins, sinon de défendre le droit international et les droits humains des Palestiniens, du moins de défendre ses propres intérêts, non seulement géopolitiques, mais aussi régionaux.
Mais cela ne semble clairement pas être le cas. Le cas qui me frappe le plus est celui de la Colombie, qui, comme le Venezuela, se trouve dans la ligne de mire des États-Unis. Son président, Gustavo Petro, est celui qui est venu à l'Assemblée générale et a déclaré que nous devions nous réunir dans le cadre de l'unité pour la paix à l'Assemblée générale, en unifiant la force de la majorité mondiale pour contourner le veto américain au Conseil de sécurité et adopter des mesures visant à tenir le régime israélien pour responsable et à assurer la protection des Palestiniens. Dès le lendemain, les États-Unis l'ont attaqué, annulant son visa, puis ont entamé une série de menaces, implicites et parfois explicites, allant d'un coup d'État à l'arrestation du président, au renversement du gouvernement, à des changements de régime et ainsi de suite. Et personne, pas même leurs alliés du groupe de la Haye, n'est venu défendre les Colombiens de manière significative. Personne d'autre n'a repris la proposition, qui, comme vous le savez, est essentiellement morte à la suite de cela. Et ils ont été laissés à se débrouiller seuls. Alors vous demandez, où sont les BRICS? Eh bien, les BRICS votent pour des résolutions comme celle-ci, n'est-ce pas? Vous savez, la Russie et la Chine, par exemple. Où est le reste du groupe de la Haye? Ils font des déclarations très empreintes de principes et prennent certaines mesures internes, mais ils ne s'unissent pas aux autres pour s'opposer à cet axe États-Unis-Israël qui pousse le monde vers une troisième guerre mondiale. Le Forum de coopération de Shanghai, sous la direction des Chinois, encore une fois, c'était une abstention, pas un veto. C'est ce qui aurait dû se produire ici. Je me sens donc très pessimiste quant à la solidarité entre les États et quant à ce modèle des années 1960 et 1970, lorsque la majorité mondiale des États s'unissait pour transformer les institutions internationales et le droit international en instruments de libération, de décolonisation, de démantèlement de l'apartheid et de contestation du régime israélien. Où est passée cette majorité mondiale aujourd'hui? Elle semble introuvable. Mais cela révèle aussi autre chose, Nima. Nous savons, d'après les actions des peuples du monde entier, d'après les sondages d'opinion, d'après tout ce qui s'est produit au cours de ces 2 années de génocide, que les peuples du monde se tiennent aux côtés de la Palestine et sont horrifiés par le régime israélien, et par extension, par le rôle du gouvernement des États-Unis dans tout cela. Et cette solidarité entre les peuples du monde et des différentes régions n'a fait que croître, malgré une répression réelle, une répression sans précédent, visant à les réduire au silence. Vous savez, expulser des personnes des universités, les suspendre, les arrêter, les passer à tabac par la police, les expulser du pays, les licencier, les diffamer en les qualifiant de partisans du terrorisme ou d'antisémites. Toutes ces tactiques que nous connaissons bien. Néanmoins, ce mouvement n'a fait que grandir. Cela montre donc 2 choses. Cela montre à quel point le monde est véritablement du côté de la Palestine dans tout cela, mais aussi à quel point les gouvernements de toutes les régions sont peu représentatifs de leur propre peuple. Et c'est là, je pense, le défi de la prochaine ère. La libération non seulement des Palestiniens, mais de nous tous. Tu sais, une partie de ce qui se passe au Venezuela, à mon avis, et de la façon dont ça se rattache à la question palestinienne, c'est cette idée, du côté du gouvernement israélien, que la gauche est contre eux. C'est pourquoi ils estiment devoir réprimer, détruire ces gouvernements qui penchent vers la gauche. C'est la même chose en Colombie, à Cuba, au Venezuela, ici au Brésil. Ils parlent de Lula de la même manière. Mais Craig, pour un pays comme le Brésil où je vis, d'une certaine façon, ce qui se passe n'a pas vraiment à voir avec la gauche. C'est immense. Le changement qui s'est produit depuis le 7 octobre. Vous savez, le génocide qui a eu lieu et qui se poursuit actuellement à Gaza
a d'une certaine manière transformé les idées des gens, l'état d'esprit des gens ici au Brésil par exemple. Et ils ne peuvent pas changer cela en renversant des gouvernements en Amérique latine. Mais qu'en est-il des États-Unis? Pensez-vous qu'ils croient vraiment qu'un changement de régime pourrait d'une manière ou d'une autre aider Israël? Parce que le cas de l'Iran est le même. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de l'Amérique latine. En Iran, ils pensent que s'ils renversent le gouvernement là-bas, cela résoudrait d'une certaine façon le problème pour Israël, qu'Israël deviendrait la seule superpuissance en Asie de l'Ouest, dominant la région, et que la question palestinienne pourrait alors simplement disparaître de la scène. Oui, je veux dire, je pense que tout d'abord, si l'on regarde les forces au cœur de l'Empire, il y a un chevauchement. Beaucoup des mêmes personnes participent à l'imposition du projet sioniste en Asie occidentale par la force. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se maintenir de manière organique. C'est une colonie de peuplement étrangère, un régime ethno-suprémaciste au cœur d'une région habitée par des populations qui ne font pas partie du groupe ethno-nationaliste qu'ils défendent. Donc il n'est durable d'aucune autre manière, sauf par la force, y compris jusqu'au génocide. Et ce projet de force inclut le cercle plus large des forces néoconservatrices aux États-Unis et au-delà, qui sont aussi déterminées à la destruction de la Palestine et à la subjugation effective d'autres gouvernements en Asie occidentale qu'à renverser des gouvernements en Amérique latine, comme le Venezuela, comme la Colombie, et d'autres qui ne se plient pas à l'Empire. Les néoconservateurs, les sionistes, le gouvernement américain, dominé en particulier par les républicains, mais incluant aussi des démocrates, font tous partie de cet ensemble. Ce facteur est important. Oui, il est vrai que la gauche s'oppose au projet israélien et à ses crimes, mais il s'agit aussi de personnes attachées aux droits humains, de personnes attachées au droit international, de personnes attachées à l'anti-impérialisme, des personnes qui perçoivent la menace de l'Empire pour les droits et la liberté des peuples du monde entier, dans toutes les régions. Des personnes qui veulent avoir leur propre politique étrangère indépendante, le contrôle de leur propre économie, le contrôle des droits de leur propre peuple. Ce sont celles-là qui s'y opposent, qui voient en Israël la pointe de la lance du projet impérial. Et puis, il y a le monde entier qui s'oppose au colonialisme. Et vous savez, c'est là que le Sud global, instinctivement, les peuples du Sud global, se sont toujours et se placent encore aujourd'hui du côté du peuple palestinien. Les Israéliens, les Américains et leurs alliés ont beaucoup travaillé pour tenter d'éroder cela, par exemple en s'efforçant de diffuser cette idéologie du sionisme chrétien à travers l'Afrique, les États insulaires du Pacifique, et ainsi de suite. Néanmoins, la plupart des peuples du Sud global, anciennement colonisés, ainsi que les Irlandais et d'autres, s'alignent instinctivement contre le colonialisme, et donc avec les Palestiniens. Mais ce qu'ils ne voient pas non plus, c'est que ce ne sont pas seulement ces forces, ni seulement la gauche, ni seulement les défenseurs du droit international et des droits humains. Il existe également de larges pans de l'électorat au sein de la droite traditionnelle qui s'opposent au projet israélien, sont horrifiés par l'impunité d'Israël et ressentent une solidarité avec ce que vivent les Palestiniens. On le voit très clairement aux États-Unis, où des figures de proue de la droite, y compris des personnes issues du mouvement MAGA, le mouvement Make America Great Again, dirigé par Donald Trump, s'opposent très explicitement au régime israélien, à son projet, au soutien américain à ce projet, et expriment leur sympathie envers le peuple palestinien qui souffre. Certaines des voix les plus en vue de ces mouvements de droite l'ont affirmé sans ambiguïté. Des personnes comme Tucker Carlson, Dave Smith, Candace Owens et toute une série d'autres qui défendent cette position. Nous savons, d'après les sondages d'opinion publique,
que la grande majorité des démocrates aux États-Unis, qui ne constituent pas un parti de gauche ou progressiste, mais plutôt un parti de centre-droit selon les standards mondiaux, sont corporatistes, néolibéraux et généralement néoconservateurs en matière de politique étrangère. Et pourtant, l'immense majorité des démocrates rejette le projet israélien et s'aligne davantage sur le peuple palestinien. Aujourd'hui, malgré tout le travail néfaste accompli depuis des décennies pour capter l'aile droite et le Parti républicain, un nombre croissant de républicains déclarent ouvertement qu'ils rejettent le projet israélien. Beaucoup pour des raisons que l'on pourrait qualifier de défense des droits humains et d'opposition au génocide et à l'occupation. Beaucoup d'autres parce qu'ils perçoivent ce degré sans précédent de contrôle sur la politique étrangère américaine exercé par des relais israéliens comme une atteinte à leur conception de ce qu'ils appellent « America First », qu'ils trouvent profondément humiliant. Et beaucoup parce qu'ils n'aiment pas voir leurs impôts contrôlés par un régime étranger oppressif qui peut, sur commande, recevoir des milliards et des milliards de dollars année après année sans rien offrir d'autre qu'un fardeau pour les intérêts des États-Unis. Donc les choses changent parmi le peuple. Malheureusement, Nima, pas parmi les États, les gouvernements et les puissantes institutions qui ne représentent pas le peuple. Tu sais, le mensonge de la démocratie occidentale est l'une des nombreuses victimes du génocide en Palestine. Plus, personne ne croit à l'idée que la volonté du peuple dans ces pays soit représentée par leur gouvernement, lorsque ces derniers non seulement ignorent les citoyens qui s'expriment contre les actions du régime israélien, mais les attaquent, les criminalisent, les arrêtent et les battent, des personnes licenciées, expulsées, déportées, tout cela simplement pour avoir agi ainsi. Lorsqu'un pays déploie sa force contre ses propres citoyens au nom d'un régime étranger pour nier les droits de son propre peuple, alors le rideau se lève et les gens commencent à le reconnaître, à gauche, à droite et au centre. Craig, la censure est énorme en ce moment, pendant que nous parlons. Même le New York Times a mentionné qu'Israël apparaît dans 99,5% des titres pertinents et la Palestine dans seulement 0,5%. Cela montre à quel point c'est incroyable quand on regarde les données. Et voici ce que Sarah Hurwitz, l'ancienne rédactrice de discours d'Obama, a dit à propos de la manière dont ils peuvent contrôler les médias. Une société post-alphabétisée. Et si, genre, toute la journée, ton cerveau est sans cesse bombardé par TikTok avec des images vraiment bouleversantes du carnage à Gaza, alors, voilà, tu parles et pas pour. Je suis désolée si c'est une chose crue à dire, mais quand j'essaie de formuler des arguments en faveur d'Israël, je me rends compte que je parle à travers un mur d'enfants morts. C'est ce que les gens voient. Donc quand je dis « oui, mais c'est 1,5 civils pour », ils ne voient que le carnage. Mais c'est du chantage émotionnel. Enfin, d'accord, mais encore une fois, j'entends cela à travers un mur d'enfants qui crient. C'est un argument plus difficile qu'on ne le pense. Je pense donc vraiment très fermement que les écoles juives devraient absolument interdire à tout enfant de posséder un smartphone avant la dernière année du lycée. Ils n'en possèdent pas du tout, point final, on le leur donne en terminale et on leur apprend à s'en servir. Oui, ils ont trouvé une solution à ce qui se passe, Craig. C'est ça. Oui, TikTok, ils essaient de gérer, ils essaient de dominer tous les médias grand public. Je parle des sionistes aux États-Unis. Mais revenons aux racines, car beaucoup de gens pensent que ce qui s'est passé le 7 octobre était à l'origine du mouvement. Craig, quelle était la situation en Palestine la veille du 7 octobre? Et quelle était la nécessité de ce qui s'est passé? Parce que, vous savez, nous savons,
que dans les suites de ce qui s'est passé le 7 octobre, nous avons maintenant des données montrant que plus de 50% des personnes tuées ce jour-là l'ont été par des Israéliens. Ce n'était pas, vous savez. Mais après tout, quand on regarde l'ensemble de la situation ce jour-là, quelle en était la nécessité? Vous savez, quand on examine l'opération Déluge d'Al-Aqsa, l'assassinat d'Yahya Sinwar et ce qui s'est passé, quel est, selon vous, le motif du côté du Hamas? What is your take on the motives on the part of Hamas? So let me just first reply to the clip that you just showed, and then I'll Permettez-moi d'abord de répondre à l'extrait que vous venez de montrer, puis je répondrai à la question, car c'est tout à fait extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit que la répression en Occident, au nom du régime israélien, fait partie du génocide à Gaza. C'est une extension de la répression dont, vous savez, Aimé Césaire disait que le fascisme est le colonialisme appliqué chez soi. Et c'est le colonialisme en Palestine qui est désormais revenu dans les pays occidentaux. On peut voir, et elle dit tout haut ce qui d'ordinaire se tait dans cet extrait, qui est bien plus long, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan moral. Ils savent que le génocide est mal. Ils savent que l'occupation est mal. Ils savent que voler la maison de quelqu'un est mal. Ils ne peuvent donc pas gagner sur le plan moral. Tout ce qu'ils ont, c'est la répression. La répression en Palestine et la répression en Occident. Sa formule, ce qu'elle propose là, c'est davantage de répression. Nous devons faire en sorte que la liberté d'information, la liberté d'expression, toutes ces choses, les libertés médiatiques, etc., soient effacées au nom de ce régime étranger oppressif dont nous sommes les intermédiaires. Et elle le dit directement, à voix haute. Et je pense que cela illustre aussi comment ces types d'idéologies politiques aberrantes, une idéologie comme le sionisme politique, qui est fondamentalement raciste, profondément violente et totalement incompatible avec les normes de la société du XXIe siècle, avec les standards internationaux des droits humains, et ainsi de suite, peuvent se transformer en une sorte de maladie mentale, une incapacité à percevoir le terrain moral sur lequel on se tient. Comme beaucoup décrivent la sociopathie, les sociopathes, ils ne peuvent tout simplement pas voir le terrain moral sur lequel ils se tiennent. Et ce genre de discussion est omniprésent. Celui-ci a simplement bénéficié d'une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Mais il révèle, je pense, au fond, pourquoi tout ce que le projet israélien entreprend en Asie occidentale relève de la répression et de la violence. Et pourquoi tout ce qu'il fait par l'intermédiaire de ses relais en Occident est également répression et souvent violence. Concernant la question du 6 octobre, tout d'abord, ce tour de passe-passe des relais d'Israël et des grandes entreprises médiatiques occidentales, qui consiste à faire commencer l'histoire le 7 octobre 2023, fonctionne pour beaucoup de gens, mais c'est un mensonge total. Vous savez, 2023, avant octobre, était déjà l'année la plus meurtrière et la plus sanglante en Palestine depuis très longtemps, car le régime israélien avait intensifié sa répression à la fois en Cisjordanie et resserré la laisse sur Gaza bien avant l'arrivée du 7 octobre. Et en fait, lorsque j'étais à l'ONU à cette époque, tirant la sonnette d'alarme, j'ai commencé à le faire au printemps 2023, car nous avions vu ces attaques horribles et ces pogroms à grande échelle contre des villages comme Hawara en Cisjordanie, ainsi que les déclarations ouvertement génocidaires de dirigeants israéliens et leur emprise de plus en plus forte sur le siège de Gaza. Toutes ces choses se produisaient bien avant le 7 octobre. Puis, lorsque le 7 octobre est arrivé, ce que l'on a vu, ce sont des groupes de résistance palestiniens remportant d'importantes victoires militaires. On n'en parle jamais. Ils se sont échappés de la cage qu'était Gaza, et c'était bien une cage.
Ils ont vaincu de nombreuses forces et installations militaires dans le sud de Gaza, capturé des prisonniers de guerre parmi les soldats israéliens, saisi des armes et, en l'espace d'une seule journée, remporté plusieurs victoires militaires. Dans le processus, lorsque Israël a réagi quelques heures plus tard, il a appliqué sa directive Hannibal, massacrant tout ce qui se trouvait au sol, y compris ses propres civils, en utilisant des missiles Hellfire, des hélicoptères Apache, des chars et de l'artillerie pour attaquer non seulement les combattants palestiniens, mais toute personne présente dans la zone. Ils ont pris pour cible tout ce qui bougeait, chaque personne qui tentait de passer de ces colonies israéliennes vers la frontière avec Gaza, les abattant, civils israéliens et combattants palestiniens confondus. Et dans ce processus, il semble probable que certains des combattants palestiniens n'aient pas non plus fait la distinction entre civils et militaires israéliens, ce qui a entraîné des pertes importantes. Or, ce n'est pas une histoire qui suscite le consentement à un génocide. Ainsi, immédiatement, le régime israélien a inventé une histoire, celle de 1400 civils brutalement assassinés par le Hamas. Ce n'est pas vrai. Ces chiffres ont ensuite été révisés à la baisse par les Israéliens, et il s'est avéré que des centaines d'entre eux étaient des combattants palestiniens tués et tellement brûlés par les Israéliens qu'ils n'ont pas pu être identifiés. Beaucoup d'autres étaient des civils tués par les Israéliens lors du déclenchement de leur directive Hannibal. Beaucoup d'autres encore étaient des soldats israéliens, pas des civils du tout. Et donc, ils ont publié cela, disant qu'il y avait, vous savez, 1400 civils assassinés par les Palestiniens. Puis ils ont inventé une série d'histoires comme des bébés décapités, des bébés mis dans des fours, des bébés arrachés du ventre de leur mère, des bébés pendus à des cordes à linge. D'ailleurs, ce sont toutes des histoires classiques qui ont été utilisées dans des génocides précédents pour justifier un discours génocidaire. Tout cela s'est révélé complètement faux. Ils ont diffusé une histoire de campagne de viol de masse menée par le Hamas le 7 octobre. Encore une fois, cela a été à plusieurs reprises démystifié et prouvé entièrement faux. Bien que parfois, des agents israéliens continuent d'essayer de le répéter, car ils ont mené une série de sondages pour identifier ce qui provoquait le plus grand dégoût parmi les populations occidentales. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il s'agissait du viol et des agressions sexuelles. Cela s'est révélé faux, mais cela ne les a pas empêchés d'écrire et de diffuser cette histoire, ni les médias occidentaux de la répéter sans la moindre vérification, encore et encore, afin de fabriquer le consentement à un génocide. Et c'est précisément le rôle qu'ils ont joué. Pourquoi? Parce qu'Israël ne pourrait pas commettre ni maintenir son génocide sans le soutien occidental, en particulier celui des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Ainsi, il a fallu nourrir le public d'un récit qui permette à ce soutien de se poursuivre, même alors que les images du génocide circulaient. La scène était donc préparée pour un génocide absolu, ouvert, diffusé en direct, qui a été autorisé à se poursuivre depuis plus de 2 ans. Et d'ailleurs, il ne s'est pas arrêté. Les tueries continuent. Le refus de fournir des médicaments et de la nourriture continue. La propagation de maladies intentionnellement causées et de blessures non soignées continue. Le génocide se poursuit non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et si l'on veut faire cela, il faut recourir à ce que les spécialistes du génocide appellent des accusations en miroir, c'est-à-dire formuler de fausses accusations, comme ils vont violer nos femmes ou des choses de ce genre, afin de justifier ensuite la perpétration de ces mêmes crimes contre les victimes. Comme nous le savons, les agressions sexuelles systématiques commises par les Israéliens contre les Palestiniens, les personnes brûlées vives, la victimisation des Palestiniens,
le meurtre de dizaines de milliers d'enfants par les Israéliens, c'est ce qu'on appelle l'accusation en miroir. C'est un élément commun au génocide tout au long de l'histoire, et il a été utilisé ici aussi de manière très efficace. Le 7 octobre n'est qu'un jour parmi tant d'autres dans l'histoire. Les Palestiniens subissent leur propre 7 octobre depuis 80 ans, massacre après massacre, meurtre après meurtre. Des milliers de Palestiniens détenus dans des camps israéliens de mort et de torture à travers l'histoire et encore aujourd'hui. Mais rien de tout cela ne s'intègre parfaitement dans le récit fabriqué du 7 octobre, qui a été créé précisément pour permettre un génocide à Gaza et justifier les atrocités israéliennes. Craig, en ce qui concerne la résistance et ce qui se passe avec les jeunes, parce que les États-Unis, et d'ailleurs les Européens aussi, semblent tous penser que la résistance est le principal problème au Moyen-Orient. Mais la résistance est une réaction des populations de cette région qui voient leurs frères et sœurs être, vous savez, victimes d'un génocide perpétré par le régime israélien. Et ce n'est pas, comme vous l'avez mentionné, seulement aux États-Unis. C'est aussi ici, en Amérique latine, partout dans le monde. La résistance ne se limite plus aux sunnites et aux chiites. Elle inclut des chrétiens, des juifs et bien d'autres. Nous avons ici des invités juifs qui sont totalement opposés à ce que fait le régime israélien. Pensez-vous que la résistance va se renforcer et comment cela va-t-il influencer ou aider ceux qui se battent sur le terrain contre Israël? Oui, donc tout d'abord, les personnes sur le champ de bataille, la résistance armée en Palestine, agissent sous l'autorité du droit international. Cela est souvent ignoré, en particulier dans les médias occidentaux et les déclarations occidentales. Le droit international stipule que les peuples qui luttent contre une occupation étrangère, une domination coloniale ou des régimes racistes ont le droit de résister, y compris par la lutte armée. Cela est codifié dans le droit international et constitue un élément direct du droit à l'autodétermination, qui inclut le droit de se défendre contre l'occupation étrangère, la domination coloniale et les régimes racistes. Et rappelons-le, le régime israélien répond aux critères des trois. Il s'agit d'une occupation étrangère. Cela a été confirmé. C'est une forme de domination coloniale. Cela a été confirmé. Et il pratique l'apartheid et la ségrégation raciale, comme l'a affirmé la Cour internationale de justice. Ainsi, le peuple palestinien a le droit de résister par les armes à ce régime. Ce faisant, il doit respecter les règles du droit international humanitaire, mais il a le droit de recourir à la force armée contre ce régime. Et le monde a le droit d'être solidaire de ces actions, au titre du droit international des droits de l'homme, ainsi qu'en vertu de la Charte des Nations Unies. Alors, regardez tous les régimes coloniaux au fil des années. Regardez le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait deux niveaux de résistance. L'une était la résistance intérieure, qui, tout comme en Palestine, comprend la résistance armée et d'autres formes, juridiques, politiques, quelles que soient les formes que le peuple choisit d'adopter. Et puis, il y a la solidarité internationale avec cette résistance qui a contribué à la décolonisation de nombreux pays. Le mouvement anti-apartheid soutenait fortement la cause palestinienne et il redevient aujourd'hui très fort, de plus en plus fort chaque jour. Et vous avez raison, il existe un effort de propagande de la part d'Israël pour faire croire qu'il est un État juif représentant le peuple juif. Israël ne représente pas le peuple juif. Israël est un État et il est responsable de ses propres crimes. Il doit être tenu responsable de ses crimes. Ils n'ont pas le droit d'agir au nom de nos frères et sœurs juifs à travers le monde, d'aucune manière. Au contraire, chaque fois qu'ils prétendent commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité,
une occupation, une oppression, une détention de masse, de la torture ou des violences sexuelles au nom du peuple juif du monde entier, il s'agit d'un acte antisémite. Cela alimente l'antisémitisme dans le monde entier. C'est pourquoi tant de personnes juives, d'abord parce qu'elles croient aux droits humains et se tiennent aux côtés du peuple palestinien, mais aussi parce qu'elles ne veulent pas que leur nom soit associé à ce régime atroce, à ce régime israélien atroce, ont pris la parole. Des voix juives ont été à l'avant-garde dans des pays du monde entier, s'opposant et rejetant le régime israélien, rejetant l'idéologie politique du sionisme et exigeant que le régime israélien rende des comptes et que justice soit faite pour le peuple palestinien. Cela a été vrai partout. Je vis aux États-Unis, où cela a été extrêmement visible dès le tout début. De nombreuses personnes juives courageuses et de principe se sont levées, des organisations juives comme Jewish Voice for Peace et bien d'autres encore, menant des actions de protestation créatives. Je veux dire, j'ai vécu à New York quand ils ont occupé la gare de Grand Central, quand ils ont pris possession de la Statue de la Liberté, exigeant que le régime israélien soit arrêté et tenu pour responsable et réclamant la libération du peuple palestinien. Le régime israélien et ses relais en Occident veulent nous faire croire qu'il s'agit de l'État juif et du peuple juif contre une bande d'antisémites dans le monde. Mais des personnes juives de principe se sont levées pour dire « Absolument pas, ce n'est pas en notre nom, et nous le rejetons ». C'est une lutte entre un régime étranger oppressif impliqué dans une série de crimes internationaux et d'atrocités de masse, un régime qui n'a aucune légitimité parce qu'il ne représente pas une part significative de la population de cette terre et qui doit être démantelé. Et en effet, la plupart de ces torts sont infligés au peuple palestinien autochtone, mais ils causent aussi beaucoup de souffrance à nos frères et sœurs juifs à travers le monde. Et c'est une autre bonne raison de s'y opposer. Merci beaucoup, Craig, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te parler à nouveau. Merci. C'est toujours un plaisir d'être avec toi, Nima. Merci pour cette conversation. Amuse-toi bien, Joe. Super, au revoir. Thank you.